À la suite des visas, le Conseil des ministres, entendu à sa séance du 20 décembre 2023, décrète article 2. Le cadre institutionnel de la coordination du suivi et de l'évaluation de la mise en œuvre de la stratégie nationale d'inclusion financière est placé sous l'autorité du ministre chargé du développement. Il est doté de l'autonomie financière et est composé de 2 organes, à savoir le comité de pilotage et le secrétariat permanent. Le comité de pilotage se réunit sur convocation de son président en session ordinaire 2 fois par an et en session extraordinaire chaque fois que de besoin. Les paysans, beaucoup, souhaiteraient avoir des crédits pour accroître leur capacité de production. Certains, au moment de la récolte, ont de l'argent, à ne pas savoir quoi en faire, mais ne savent pas où le déposer. Et d'autres aspects encore qui concernent les services financiers, notamment les questions de garantie et autres. C'est vrai, nous avons des banques, nous avons des établissements de microcrédit, nous avons d'autres institutions financières, mais nous n'avons pas un écosystème suffisamment développé pour résoudre ces problèmes-là que je viens de rappeler. Et donc, le secrétariat permanent qui a été mis en place a pour objet de travailler pour aider à résoudre ces problèmes-là. Et donc, votre responsabilité en tant que membre du comité de pilotage, en tant que comité de pilotage, est justement d'encadrer ce secrétariat permanent et de faire en sorte que d'ici quelques années, nous n'ayons plus à nous plaindre de ces insuffisances-là. Là, il s'agit de développer des initiatives qui permettent d'accroître la capacité de nos institutions et même d'initier des propositions pour qu'on en crée, pour qu'on ait un système le plus complet possible. Et donc, d'un côté, nous avons ceux qui font la supervision et d'un côté, nous avons cette organisation, cet organe qui va permettre, sous votre supervision, de développer l'inclusion financière dans notre pays. Il ne s'agit pas pour nous de créer une autre administration qui va gérer ce qu'on appelle des réunions, des séminaires ou faire circuler des papiers. Nous allons être attentifs à la feuille de route qui va définir des objectifs précis en matière d'inclusion financière. On ne peut pas s'investir dans cette tâche-là et constater dans 1 an, dans 2 ans, que nous faisons du surplace en matière d'inclusion financière dans notre pays. Partout dans ce pays, dans tous les départements, dans toutes les communes, pour ne pas dire dans tous les arrondissements, nos compatriotes aient de plus en plus accès à la finance, que ce soit sous la forme de crédit ou sous la forme de dépôt. Remplir la mission qui est la vôtre aujourd'hui et déclarer solennellement installer votre comité de pilotage du secrétariat permanent d'inclusion financière. En février 1990, au thème des assises de l'historique Conférence des forces vives de la nation, le Bénin a renoncé à toute forme de coup de force, notamment la prise du pouvoir d'État par les armes. Le peuple béninois, dans son ensemble, a fait l'option de la démocratie et de l'état de droit où seules les urnes constituent l'unique moyen d'accession à la magistrature suprême. Depuis lors, les militaires qui avaient incidemment fait irruption sur la scène politique ont rejoint les casernes pour s'occuper essentiellement de la protection des populations et de la défense de l'intégrité du territoire, leur vocation première. C'est d'ailleurs ce qui justifie la stupéfaction et la consternation des citoyens béninois de tous bords à l'annonce le 24 septembre 2024 de la nouvelle d'une tentative de coup d'État au Bénin. La justice
qui a été saisie de l'affaire s'attelle déjà à établir les faits et situer les responsabilités en vue de la manifestation de la vérité. Tout en renouvelant sa pleine confiance aux institutions judiciaires compétentes, le Bureau politique national du parti Moël Béné, réuni ce jour, mardi 22 octobre 2024, en session ordinaire, conformément au communiqué en date du 27 septembre 2024, dénonce en même temps qu'il condamne fermement tout dessein tendant à remettre en cause la démocratie et l'état de droit, chèrement acquis de haute lutte par le vaillant peuple béninois. En tout état de cause, le Bureau politique national unit sa voix à celle de l'ensemble des militants et sympathisants du parti pour exprimer sa proximité, sa compassion et sa solidarité au chef de l'État, le président Patrice Talon. Car, en sa qualité de chef de l'État et du gouvernement, il est la personne la plus affectée et la plus exposée dans cette déplorable et regrettable situation. Le Bureau politique national saisit cette occasion pour réitérer au président de la République son soutien indéfectible en ces moments tumultueux de dures épreuves où il fait montre d'une grande sérénité et d'un sens aigu de responsabilité. Cette posture du premier des Béninois, si besoin en est, traduit un leadership trempé et avéré. Afin de préserver notre pays, le Bénin, contre toute action ou initiative attentatoire à la sûreté de l'État et à l'ordre constitutionnel, le Bureau politique national, au thème de sa 3e session ordinaire de l'année 2024, recommande 1. Le renforcement et le respect des institutions démocratiques. 2. L'éducation et la sensibilisation des masses sur les enjeux démocratiques et l'état de droit. Enfin, Moël Bénin invite tous les enfants du Bénin, où qu'ils se trouvent, à taire les divergences et à faire fi des intérêts personnels pour contrer la menace, d'où qu'elle vienne ou qu'elle soit. Fait à Cotonou, le 22 octobre 2024, le Bureau politique national du parti Moël Bénin. La gestion du temps de travail par le personnel parlementaire, c'est le thème de la communication présentée par le directeur adjoint de l'Institut parlementaire du Bénin ce lundi au Palais des gouverneurs à Porto Novo lors de la cérémonie des couleurs. D'entrée de jeu, le communicateur a remercié le président Louis Gbao-Nouvla-Vonou pour le choix porté sur sa personne pour présenter cette communication, mais aussi pour avoir institué, depuis la 8e législature, la cérémonie des couleurs. Cette communication vise à attirer l'attention de tout le personnel sur la nécessité d'une gestion rigoureuse, efficace et efficiente du temps de travail. En d'autres termes, elle se propose de suggérer quelques techniques et outils au personnel parlementaire en vue d'une gestion efficace du temps de travail, véritable gage de la performance de l'Assemblée nationale et de son admiration. Pour y parvenir, il a cherché à comprendre les principes de base de la gestion du temps. Ensuite, il a partagé avec la communauté parlementaire quelques techniques, outils et lois de gestion efficiente du temps de travail. Organiser son temps pour ne pas perdre du temps. Organiser son temps pour gagner du temps. Organiser son temps pour produire des résultats de qualité. Organiser son temps pour plus d'efficacité. Courir après 1000 lièvres à la fois ne fera pas de vous une personne plus efficace ou productive. Vous trouverez même les mains vides, c'est-à-dire à ne rien faire. Ce n'est pas parce que vous avez un emploi du temps surchargé
que vous serez forcément productif. Les pertes de temps ne sont pas toujours là où on les attend. Elles sont parfois dans notre envie de chercher à faire plusieurs choses à la fois. L'une des plus grandes difficultés que l'on rencontre dans l'organisation du travail quotidien est l'affectation de l'ordre de priorité à chacune des tâches qui se présentent. Un outil que je vous propose pour établir efficacement les priorités claires qui tiennent compte à la fois de l'urgence et de l'importance des tâches est la matrice d'Eisenhower. Le détail est dans la communication. Mieux gérer vos priorités, c'est apprendre à hiérarchiser vos tâches. C'est gagner du temps. Quatrième principe, c'est se départir de la procrastination. Remettre à plus tard quelque chose que l'on peut faire sur le moment est un réel frein à l'action qui peut avoir des conséquences fâcheuses. Je voudrais citer la méthode GTD, de Getting Things Done, la méthode To-Do List, ou lister les choses à faire, et la technique Promodo. Par ailleurs, il y a lieu d'indiquer que ces différentes méthodes sont basées sur les lois appelées les lois de gestion du temps. Il y a la loi de Parkinson, fixez-vous des délais. La loi de Murphy, gardez une marge pour les imprévus. La loi de Carlson, limitez les interruptions. La loi d'Illich, prenez des pauses. La loi de Fraisse, la dimension subjective du temps. La loi de Laborit, faites le plus difficile en premier. La loi de Pareto, que tout le monde connaît, se concentrer sur l'essentiel qui apporte des résultats avec 20% d'efforts et 80% de résultats. Ils sont 17 sculpteurs originaires de 9 pays d'Afrique et d'Europe qui se sont donné rendez-vous dans le village de Laongo, situé à 35 km de la capitale du Burkina Faso, Ouagadougou. C'est à l'occasion du 14e Symposium international de sculpture sur le granit. À l'aide de marteaux-piqueurs et de disqueuses, la Malienne Indépendance d'Oignon, qui est à sa première participation, essaye de tailler sur du granit une pièce représentant l'amour et le vivre ensemble. Mon œuvre parle du vivre ensemble. C'est deux personnages, un homme et une femme qui sont collés. Il est important de s'aimer l'amour partout où nous passons. C'est une belle expérience pour moi de pouvoir rencontrer d'autres artistes, échanger. Vétéran de 3 éditions, ce Burkinabé a choisi de parler de la communication via les traditions ancestrales. Dans la tradition de la communication de bouche à oreille, ça c'est la tradition de la communication. Et vu l'évolution, la modernité de la communication, on a les antennes qui favorisent et qui élargissent vraiment la communication. Le site de Laongo est devenu aujourd'hui un véritable musée à ciel ouvert pour les visiteurs. Ces sculptures-là, ça permet aux gens de revenir sur le passé, venir au présent et puis peut-être même parler du futur. C'est une très bonne chose. Ça permet aux gens de faire connaître leurs œuvres, voilà. Et les visiteurs aussi d'apprécier et puis d'apprendre beaucoup de choses. Si pour les organisateurs, l'objectif était au départ de réunir les artistes afin de laisser leur histoire sur des roches, elle a permis de transformer Laongo en un site touristique incontournable au Burkina. Venir dans la brousse, rencontrer des effleurements granitiques et puis laisser notre empreinte dessus pour les générations futures, c'était pour moi comme une mission. Aujourd'hui, Laongo est devenu une destination touristique qui reçoit des gens tout au long de l'année. Depuis 1988, plus d'une soixantaine d'artistes se sont exprimés sur le granit de Laongo. En attendant la clôture, ce sont plus de 2000 œuvres qui offrent un spectacle hors du commun à des milliers de personnes. En Ouganda, au moins 11 corps ont été retrouvés sur les lieux de l'explosion d'un camion-citerne mardi dans la localité de Kigogwa, à 25 km au nord de Kampala. Selon la police, les victimes tentaient de siphonner de l'essence qui fuyait du camion renversé après un accident. L'incendie qui a suivi a détruit 4 bâtiments. Il s'agit d'un accident isolé impliquant un camion-citerne circulant sur la route de Bombo.
Nous n'avons pas encore déterminé si la cause de l'incident est liée à une défaillance du véhicule ou à une erreur humaine du conducteur. L'accident s'est produit à cet endroit, provoquant une fuite de carburant. Malheureusement, des personnes sont allées chercher ce carburant. Étant hautement inflammable, le carburant a pris feu, apparemment en raison d'une femme qui grillait du maïs à proximité. Il y a également des maisons et des magasins tout autour, ce qui a aggravé la situation avec la quantité importante de carburant qui s'écoulait. Pour l'instant, nous ne sommes pas encore en mesure de déterminer précisément l'origine de cet incident. Selon la police, le camion-citerne avait quitté Kampala pour se rendre à Gulu dans le nord de l'Ouganda, un trajet d'environ 650 km. Cet accident survient peu de temps après une tragédie similaire au Nigeria, le 15 octobre, qui avait causé la mort de plus de 170 personnes. Des accidents similaires ont déjà eu lieu en Ouganda en août 2019. 19 personnes avaient été tuées lorsqu'un camion-citerne avait percuté des véhicules avant de s'embraser dans une ville de l'Ouest. Le ministre sud-africain des Relations internationales et de la coopération, Ronald Lamola, a souligné l'importance des relations stratégiques entre la Chine et l'Afrique du Sud lors d'une interview donnée à une chaîne de télévision chinoise. Le ministre a vanté les bénéfices réalisés grâce aux investissements chinois qui, selon lui, stimulent l'économie sud-africaine, notamment pour développer l'industrie locale. Il s'agit d'une relation de confiance qui profite aux deux parties. Avec les entreprises chinoises qui ont beaucoup investi en Afrique du Sud, nous avons l'intention d'en tirer profit, de créer de la valeur ajoutée et de produire localement, ce qui, nous en sommes convaincus, peut contribuer à stimuler notre économie. L'Afrique du Sud est une porte d'entrée sur le continent africain et les entreprises qui investissent dans notre pays ont donc accès à l'ensemble du continent. Nous continuerons donc à inviter les entreprises chinoises à venir investir en Afrique du Sud. Elles y ont trouvé un environnement commercial très favorable et amical avec lequel elles continuent de travailler. Au sommet des BRICS, qui s'est ouvert aujourd'hui en Russie, le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est entretenu avec le président russe Vladimir Poutine en vue de diversifier les coopérations entre États membres des BRICS, dans des domaines tels que l'énergie, l'industrie, l'agriculture, la science ou encore l'innovation. La Russie accueille la réunion annuelle des BRICS à Kazan dans le Tatarstan pour une durée de 3 jours, initialement composée du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. Le groupe des BRICS s'est élargi à 6 pays supplémentaires, approuvés l'an dernier à Johannesburg. L'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite ont adhéré aux BRICS. Des délégations de 36 pays, dont 22 chefs d'État ainsi que 6 organisations internationales sont attendues. Une rencontre entre Vladimir Poutine et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est prévue en marge du sommet. Les discussions porteront sur l'Ukraine et le Moyen-Orient, mais surtout sur les perspectives économiques des BRICS. Le groupe de pays émergents avance vers un projet de dédollarisation. Les États membres ont annoncé la création d'un système de paiement indépendant visant à renforcer leur autonomie dans la finance internationale et diminuer leur dépendance aux systèmes financiers occidentaux tels que SWIFT. Le président russe Vladimir Poutine a reçu son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi à l'occasion du sommet des BRICS mardi à Kazan. Les deux chefs d'État ont évalué ensemble les relations entre la Russie et l'Égypte, vieilles d'au moins 80 ans. Nous accordons une attention particulière au développement des liens d'amitié avec l'Égypte, partenaire fiable et de longue date de la Russie. L'année dernière, nous avons célébré le 80e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays. Je souligne notre aspiration à activer les cadres de coopération avec votre pays ami, y compris au niveau bilatéral, par le biais des cadres de coopération multilatérale, au premier rang desquels le groupe des BRICS. Nous soutenons tous les efforts visant à transformer le groupe en une plateforme capable de faire face aux répercussions négatives résultant des crises internationales et de parvenir à des solutions efficaces visant à maintenir les intérêts de ses membres à l'écart de toute restriction ou pression extérieure, notamment en ce qui concerne les transactions commerciales, en particulier entre l'Égypte et la Russie.
L'Égypte et l'Éthiopie sont les deux pays africains qui ont officiellement rejoint les BRICS cette année. Ce sommet représente leur tout premier en qualité de membre à part entière de cette organisation de pays émergents que le Kremlin espère dresser face à l'influence occidentale dans les affaires mondiales. Le président de la Russie s'est entretenu mardi avec son homologue d'Afrique du Sud dans la ville russe de Kazan. En marge du sommet des BRICS, Vladimir Poutine et Cyril Ramaphosa ont évalué ensemble les relations entre les deux pays. Le chef de l'État russe souhaite désormais diversifier les domaines de coopération avec la nation arc-en-ciel. Les relations commerciales et économiques entre la Russie et l'Afrique du Sud sont globalement bonnes. Après une légère baisse, le volume des échanges commerciaux a recommencé à évoluer, avec une croissance de 3% entre janvier et août de cette année. Bien sûr, nous pouvons travailler ensemble à accroître et à diversifier les échanges et les investissements mutuels. Les domaines de coopération prometteurs comprennent l'énergie, l'industrie, l'agriculture, la science et l'innovation. Et Cyril Ramaphosa est revenu sur les bons points avec la Russie. Nous continuons donc à considérer la Russie comme un allié précieux, comme un ami précieux qui nous a soutenus dès le début, depuis l'époque de notre lutte contre l'apartheid jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes donc vraiment ravis d'être ici et de savoir que nous allons avoir des discussions importantes ici à Kazan, au sein de la famille des BRICS. Le sommet des BRICS s'est ouvert mardi pour 2 jours à Kazan, en Russie. Un mémoire écrit par l'ancien leader de l'opposition russe Alexei Navalny a été exposé dans une librairie à Londres avant sa sortie mardi. Patriote a été annoncé en avril par l'éditeur Alfred Enoff qui l'a qualifié de dernière lettre au monde de l'ancien politicien. Navalny était l'adversaire le plus farouche et le plus en vue du président Vladimir Poutine. Il avait mené une campagne acharnée contre la corruption en Russie. L'activiste est mort dans une prison isolée de l'Arctique en février, alors qu'il purgeait une peine de 19 ans pour plusieurs accusations, dont celle de diriger un groupe extrémiste. L'ancien avocat avait été emprisonné après son retour en 2021 d'Allemagne, où il se remettait d'un empoisonnement à l'agent neurotoxique qu'il imputait au Kremlin. Lors de la 46e Assemblée générale de la Confédération africaine de football tenue mardi à Addis Abeba, son président Patrice Motsepe a fait le point sur les défis financiers auxquels la CAF a dû faire face ces derniers mois. Il a également mis en avant ses ambitions de redonner à l'organisation sa grandeur en multipliant les actions pour établir une gouvernance solide. Nous avons dû agir immédiatement pour stopper l'hémorragie et résoudre une série de problèmes financiers majeurs. La situation financière de la CAF était extrêmement critique. En parallèle, il était indispensable de mettre en place une gouvernance solide, d'introduire des pratiques éthiques et de garantir la transparence avec des audits conformes aux standards internationaux. Nous avons fait des progrès significatifs avec plus de 50 millions de dollars dépensés rien que pour les compétitions au cours de l'année dernière. Ce montant grimpe à près de 100 millions si l'on inclut les 50 millions de dollars payés à l'Agadir Sport pour régler un ancien différend hérité d'un contrat passé il y a de nombreuses années. Patrice Motsepe a également souligné les avancées significatives du football africain et a exprimé son espoir de voir un jour une nation africaine décrocher le trophée le plus prestigieux du football mondial, la Coupe du Monde.